Bonsoir à tous. Donc, merci de me donner la parole à cette occasion. Donc, merci à René pour ce témoignage très intéressant donc, sur toute son expérience. Bon, moi, c'est surtout la deuxième partie de l'ouvrage finalement qui a retenu mon attention, où René finalement questionne un peu le rôle de la recherche en se demandant pourquoi est-ce que les choses ne changent pas plus vite. Pourquoi est-ce que voilà, la recherche-action n'est pas davantage utilisée aujourd'hui? Donc moi, je suis chercheur au CIRAD, affectée à l'université de Ouagadougou au Burkina depuis 5 ans maintenant. À Ouagadougou depuis 2 ans. Je travaille en sciences de gestion et donc je m'intéresse, donc je suis agronome de formation, mais j'ai un peu bifurqué. Je m'intéresse à l'accompagnement du changement, aux rationalités qui font que les individus et les organisations changent et évoluent et adoptent ou pas des nouveautés et voire même innovent par eux-mêmes. Donc voilà, donc ce que je propose de vous présenter là un peu en quelques slides, finalement, c'est quelques illustrations de résultats qu'on a obtenus au Burkina sur cette question-là, où on s'est interrogé sur justement la diffusion de l'agroécologie et sur les différentes dynamiques de changement. L'idée, c'est de regarder les choses un peu différemment, finalement, en plaçant la recherche au sein d'un système d'acteurs, en se disant, comme le disait René, le transfert de connaissances de façon descendante est relativement révolu, au moins dans les esprits. Ça ne s'est pas forcément traduit en dispositif, mais on sait aujourd'hui que l'innovation est multidirectionnelle, interactive, et que finalement, la recherche n'est qu'un acteur parmi d'autres. Et donc, on regarde pour voir comment les choses changent, des systèmes d'acteurs, à la fois les acteurs privés, les organisations de producteurs, les acteurs publics, les services de l'État, les services d'appui conseil. Quelles sont les relations entre ces acteurs? Comment ils échangent entre eux des connaissances, pour pouvoir accompagner le changement dans les exploitations agricoles? Alors, on a mené plusieurs enquêtes. On a essayé de comprendre finalement quelle était la vision et la compréhension des différents acteurs de l'appui conseil au Burkina Faso par rapport à l'agroécologie, l'intensification écologique ou l'écologisation de l'agriculture, qui était derrière qui portait en fait ces visions-là et quel paquet technique, quel service était offert aux paysans pour changer dans ces directions-là. Donc, on a identifié en fait 3 systèmes d'acteurs vraiment distincts. Qui portent des visions assez différentes, mais qui ont pour point commun de diffuser un ensemble de paquets techniques qui relèvent de l'agroécologie. Donc on a un premier système d'acteurs qui finalement revendique de promouvoir l'agriculture dite naturelle. En fait, c'est un peu une agriculture par défaut, sans intrants de synthèse, parce que les producteurs n'ont pas les moyens, tout simplement. Dans ce système d'acteurs, est porté essentiellement par les organisations de la société civile, les ONG, et s'appuie beaucoup sur les principes et les techniques de l'agroécologie pour intensifier cette agriculture naturelle qu'on retrouve principalement dans la zone sahélienne. On a un autre système d'acteurs qui est porté essentiellement finalement par les acteurs des filières qui font la promotion de l'agriculture biologique, qui s'appelle en fait l'agriculture saine, puisque donc, le discours porte vraiment sur la mise sur le marché de produits sains pour la santé et pour l'environnement, et qui mobilise aussi tout un paquet technique agroécologique et qu'on retrouve géographiquement dans des poches périurbaines ou dans le bassin cotonnier où le coton bio s'est largement développé et permet la mise en place de systèmes céréaliers bio. Et le troisième système, les acteurs parlent d'une agriculture conventionnelle durable qui est portée par l'État et qu'on retrouve essentiellement dans le bassin cotonnier. Donc en fait, on a 3 modes de conduite différents du changement avec des acteurs assez différents. Dans chacun de ces systèmes, la recherche n'a pas le même rôle. Parfois, elle est vraiment dans le transfert de technologies. Donc c'est le cas de l'agriculture conventionnelle durable, le changement est piloté par les structures publiques. On a plutôt une facilitation de la coordination des acteurs, souvent par le biais de plateformes d'innovation, pour diffuser et adopter des choix technologiques qui ont été faits en amont, les OGM, les semences améliorées, les tracteurs, les intrants. Mais on a aussi
de temps en temps des techniques agroécologiques qui sont mobilisées, la lutte... Des techniques de lutte naturelle, d'aménagement du terrain avec des haies vives pour pour améliorer la gestion de la fertilité des sols. On a concernant l'agriculture naturelle, c'est plutôt des changements qui sont proposés, donc comme je disais, par les ONG. Et là, on est plus dans une dynamique d'accompagnement des apprentissages avec des systèmes de fermes expérimentales, de la recherche-action, des forums de discussion, des partages d'expériences et des apprentissages entre pairs. Donc ça fonctionne assez bien. Et c'est vraiment... ça permet, en fait, c'est un accompagnement très rapproché, en fait, des producteurs qui est très coûteux en temps et en investissement. Parce que ça nécessite vraiment un accompagnement pas à pas de la ferme expérimentale jusqu'au champ du producteur. Donc, ce qui explique aussi que ça reste des petites poches en fait de diffusion de l'agroécologie dans ce système-là. Dans la dynamique du développement de l'agriculture biologique, on est sur un système d'incitation à adopter des standards avec des formations au champ. Les Farmer Field Schools sont encore largement utilisés. Et c'est le système de contrôle et de compensation qui permet finalement une adoption des techniques agroécologiques. Donc on est dans un changement qui est prescrit et organisé par le secteur privé aval. Donc on a par exemple des structures comme Bioprotect qui commercialisent des intrants bio et qui permettent de créer en fait une dynamique autour de ces nouvelles formes de production agroécologique. Donc, on parle souvent de transition agronomique ou socio-technique, mais en fait, elle repose fondamentalement sur des transformations des individus et des organisations par les apprentissages. Donc, ce qu'on montre, donc là, on a réalisé une étude dans les boucles du Moon, où on a interrogé les producteurs finalement sur leur connaissance des pratiques agroécologiques et sur leur motivation à les utiliser ou pas. Et on voit qu'il y a vraiment... il y a un certain nombre de connaissants, mais le nombre de pratiquants est plus faible. Donc, ce n'est pas parce que finalement les agriculteurs, on leur enseigne par des champs-écoles ou par des formations en salle qu'ils vont nécessairement les appliquer. Et en s'intéressant d'un peu plus près aux dynamiques d'apprentissage, on montre que finalement, les apprentissages sont plus ou moins complexes. On parle d'apprentissage simple lorsque, par exemple, on veut raisonner l'usage des phytosanitaires à faute de les faire disparaître complètement, qui peuvent se faire assez rapidement avec une prise de conscience des effets de ces produits-là, alors que l'intégration agriculture-élevage demande des apprentissages transformatifs où il faut qu'il y ait une remise en question des individus, de leurs références identitaires, parce que souvent les agriculteurs et les éleveurs sont des ethnies différentes qui peuvent s'opposer, et donc on ne devient pas éleveur uniquement par rapport à l'adoption de techniques. Il y a aussi donc tout un ensemble de références identitaires autour de cela. Donc, les compétences et les apprentissages à faciliter ne sont pas les mêmes en fonction de la nature des changements techniques requis. On a travaillé avec une OP qui est l'UJCPA, qui est basée à Dédougou, qui veut accompagner ses membres vers l'intensification écologique et notamment l'agroécologie, et qui donc a pris conscience de ces diversités de profils d'adoptants et de besoins d'apprentissage, et a décidé d'écrire un document politique agro-environnementale et de communiquer avec ses membres pour construire le changement collectivement. Donc, on a commencé par travailler avec les membres dirigeants de l'OP, les élus et les cadres, pour comprendre quelle était leur vision finalement de leurs membres et de comment des dynamiques, des motivations qui faisaient qu'ils allaient les écouter et expérimenter ou pas des nouvelles techniques agroécologiques, de les adopter. Et on se rend compte qu'au sein de cette équipe dirigeante, il y a des visions très différentes. Certains considèrent qu'il faut mobiliser les troupes, donc les convaincre, construire un projet de changement ensemble. D'autres considèrent que finalement, il n'y a pas de consensus sur les problèmes à résoudre ensemble. Quand on pose la question des causes de baisse de fertilité des sols, on a 10 réponses différentes. Donc, effectivement, ça limite l'action collective.
Et enfin, certains élus disent qu'il ne faut même pas essayer de discuter et d'apporter de la connaissance aux membres, sinon après ils vont discuter les prix et ils ne pourront plus leur imposer ce qu'ils veulent. Donc en fait, finalement, il y a eu un travail très important avec cette équipe dirigeante pour que ils se mettent d'accord entre eux, ils partagent leur vision et leur compréhension des problèmes liés à la dégradation de l'environnement, à la non-adoption de certaines techniques agroécologiques, pour ensuite concevoir une stratégie d'accompagnement des producteurs. Donc ils ont choisi de faire une vidéo qui filme des expériences différentes de producteurs face à la dégradation des sols, à l'usage de produits chimiques en excès, les dégâts que ça peut avoir sur les champs, etc. Et de diffuser cette vidéo pour créer des groupes de discussion avec les producteurs. Et donc, en fait, on montre que finalement, la vidéo a été utile pour créer des groupes de discussion entre paysans, pour qu'ils prennent conscience que finalement, leurs problèmes individuels étaient aussi partagés par d'autres. Mais le plus gros impact est au niveau de l'organisation de producteurs, où c'est l'ensemble de la démarche de réflexion sur comment je vais accompagner le changement, sur quel va être mon plan d'action, par quoi je commence, par quoi je continue. Le fait qu'il y ait un engagement collectif autour de la création de cette vidéo, de créer des groupes d'animation dans les villages, qui finalement a permis de renforcer les capacités de l'organisation de producteurs pour être beaucoup plus efficace dans les actions d'appui à ses membres et pour améliorer son service de conseil. Donc, ce sont ces boucles d'apprentissage, décider ensemble, faire, s'arrêter, évaluer, être confronté à des nouvelles connaissances, réfléchir, puis recommencer, améliorer la stratégie de communication, revenir vers les producteurs avec d'autres questions, etc., qui a vraiment permis un renforcement des capacités de l'OP pour être en mesure elle-même d'accompagner ses membres et non pas attendre des projets extérieurs qui vont au compte-gouttes financer par ici un champ école, par là une fosse fumière. Cet accompagnement a été fait par un comité ad hoc multicompétent. Donc, il y avait le CIRAD, la Fondation Farm, qui est vraiment un acteur de développement très, très ancré sur le terrain, et une agence de communication, Jade Production, qui est ici. Et ce qui était intéressant, finalement, c'était le fait que chacun apportait des connaissances différentes pour aider à la réflexion de l'équipe dirigeante de l'OP. Et c'est ce processus d'accompagnement et de renforcement de capacité qui, finalement, peut apporter des changements dans la durée, puisque cela transfère, en fait, aux OP une capacité de gestion, d'adaptation aux besoins de ses membres. Donc, en fait, finalement, un peu les réponses aux questions soulevées par René sur le rôle de la recherche, de mon point de vue, il devient urgent de s'intéresser non pas à comment accompagner l'agroécologie, mais à comment accompagner les acteurs de l'agroécologie et à bien distinguer ces systèmes d'acteurs. C'est très différent, effectivement, de travailler avec les services de l'État qui ont une politique agricole claire dans la lignée de la Révolution verte et qui n'ont pas décidé d'en dévier pour le moment, mais qui, malgré tout, ouvrent des portes à certaines techniques agroécologiques dans le bassin cotonnier. On travaille également beaucoup avec l'UNPCB, qui sont tout à fait réceptifs à des nouvelles formes de production, tant que ça s'inscrit dans leur stratégie, dans leur logique. Et c'est comme ça qu'on peut inscrire des changements dans la durée avec ces acteurs qui sont leaders dans leur voie d'écologisation de l'agriculture. Donc, il y a un besoin aujourd'hui de produire plus de connaissances sur ces processus de changement et sur les dispositifs d'accompagnement du changement. Certes, ce n'est plus un transfert descendant de connaissances de la recherche vers les acteurs de développement, mais les dispositifs qui permettent cette co-construction permanente de connaissances restent quand même à inventer. Donc, les plateformes d'innovation sont très à la mode en ce moment, mais personne ne sait vraiment bien les animer. Il manque beaucoup de méthodes et d'outils pour animer ces dispositifs multi-acteurs. Et pour pouvoir avoir des résultats nouveaux au niveau des individus et des organisations, une fois de plus, c'est là que les changements se font durablement. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler davantage avec les acteurs de l'appui conseil, les services de conseil agricole, les techniciens des ONG,
des organisations de producteurs pour créer des compétences localement et des nouveaux métiers, voire des services qui sont dédiés à l'accompagnement du changement et de l'innovation. Donc, les thèmes sur lesquels on travaille en ce moment au Burkina. Voilà, juste quelques mots, mais je suis disponible pour plus de questions. Je vous remercie.